Il est vrai, enfin, qu'on a souvent accusé le structuralisme d'anti-humanisme. Je ne dirais pas que c'est totalement faux, je dirais que c'est seulement à moitié vrai, parce qu'au total, qu'est-ce qu'on nous reproche ? On nous reproche deux choses, l'une sur le plan épistémologique et l'autre sur le plan moral. Sur le plan épistémologique, on nous reproche d'adopter sur l'homme un point de vue qui n'est pas celui du philosophe, et celui du philosophe, je dirais, pratiquant l'introspection sur lui-même, c'est-à-dire de chercher à adopter un autre point de vue que celui du sujet. Je considère qu'il est parfaitement légitime que dans quelque recherche que ce soit, on choisisse le point de vue qu'on estime être le plus efficace pour les résultats de sa recherche. Et si vous allez prélever une goutte d'eau dans la rivière qui est à côté de nous et que vous la regardez à l'œil nu, vous verrez un objet tout à fait réel, à savoir la goutte d'eau, mais qui sera un objet complètement différent de celui qui vous apparaîtra si vous mettez votre goutte d'eau sous la tourelle d'un microscope et que vous opérez des grossissements successifs. Parce qu'alors, au lieu de voir la goutte d'eau, vous apercevrez des animalcules qui se promènent à l'intérieur de l'eau, et puis, à la limite, si votre microscope est électronique, au lieu de voir les animalcules, vous verrez les molécules dont se composent et l'eau et le corps même de ces petites bêtes. Et puis si vous allez encore plus loin, vous pourrez voir des atomes, enfin, on n'insiste pas. Eh bien, tous ces points de vue sont parfaitement légitimes. Il s'agit de savoir ce qu'on cherche et quel est le point de vue le grossissement qu'on doit adopter pour obtenir un résultat. Eh bien, nous choisissons un grossissement par rapport auquel, disons, la notion de sujet se dissout, s'efface, s'abolit. Nous étudions des mécanismes qui se passent à l'intérieur de la pensée, mais à l'intérieur d'une pensée qui déborde de tous les côtés ce petit secteur limité de pensée que le sujet croit lui-même appréhender. Donc là, je pense qu'on nous cherche une mauvaise querelle. Maintenant, il y a le point de vue moral qui s'inspire de considérations complètement différentes et qui, chez un ethnologue, ne peut pas lui être inspiré par le spectacle de la destruction monstrueuse, systématique des cultures différentes de la nôtre, auxquelles l'Occident s'est livré, peut-être depuis très longtemps, mais disons, pour simplifier, depuis l'époque de la découverte de l'Amérique, et depuis les grandes découvertes et la colonisation jusqu'à nos jours. Et nous ne pouvons pas isoler la condamnation de cette destruction de société humaine de toutes sortes d'autres destructions auxquelles on a assisté en même temps et on assiste bien davantage aujourd'hui, destruction des espèces animales, destruction des espèces végétales et autres. Et tout ça au nom de quoi ? Au nom d'un certain humanisme qui a été celui de la Renaissance et qui est resté le nôtre depuis, qui est un humanisme outrancier, un humanisme agressif par lequel l'homme se situe lui-même comme seigneur et maître de la création et tout le reste étant à sa disposition. Où est-ce que ça nous a conduit ? Nous le voyons, ça nous a conduit à des grandes guerres d'extermination, ça nous a conduit aux camps de concentration, ça nous a conduit à l'extermination d'une partie de l'humanité par elle-même, et c'est cette partie même de l'humanité qui se considérait comme supérieure à tout le reste de l'humanité. Pourquoi ? Parce que, me semble-t-il, l'humanisme classique a défini l'homme de façon beaucoup trop étroite. Il l'a défini comme être pensant au lieu de le définir comme être vivant. Il a placé beaucoup trop près de l'homme les frontières où s'arrêtait l'humanité elle-même, et par conséquent, il ne se trouvait même plus suffisamment protégé contre ses propres attaques, parce que le rempart était trop près de la place forte, si je puis dire, et il n'y avait plus les glacis protecteurs qui pouvaient le garantir.